Alors je précise qu'on sera en direct jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, mais en tous les cas à 17h30, ce qui est prévu, c'est qu'il y a la passation de pouvoir. Donc messieurs, notre débat, il faut qu'il dure jusqu'à 17h30, mais pas une minute de plus pour qu'on puisse vivre en direct donc cette passation et que l'on commentera ensuite avec vous et avec vous bien sûr qui nous regardez. Donc vous restez avec nous. Êtes-vous satisfait de la démission d'Édouard Philippe? C'est la question qu'on vous pose en ce moment sur le site du Figaro. Il y en a un qui garde les yeux secs, c'est Christian Jacob, en tout cas si l'on en juge par ce qu'il déclarait avant ce matin, avant le communiqué et l'annonce, le communiqué de l'Élysée et l'annonce de la démission d'Édouard Philippe. C'était chez Sonia Mabrouk sur Europe 1. Il a trahi sa famille politique. C'est une trahison. Il a conduit une politique qui a conduit à l'impasse que je viens d'évoquer. Les résultats économiques sont là pour en témoigner. Et on ne parle que des résultats économiques. On peut parler de la sécurité. Et on est dans une situation catastrophique. On est dans une situation catastrophique, c'est ce que déclare Christian Jacob. Êtes-vous satisfait de la démission d'Édouard Philippe? C'est la question qu'on vous pose sur le site du Figaro. Qu'est-ce que vous pensez du bilan du Premier ministre? Et êtes-vous d'accord avec ce que dit Christian Jacob? Et vous, Étienne Girard, est-ce que vous êtes aussi sévère que le patron des Républicains sur le bilan du désormais nouveau maire du Havre et désormais ancien Premier ministre? Déjà, le bilan du maire du Havre, c'est le bilan du président de la République. Il n'y aura pas de bilan d'Édouard Philippe à proprement parler. Au moins en termes de réforme politique, il a exécuté le programme politique voulu par Emmanuel Macron. Là-dessus, les Français seront juges en 2022. Il y a plein de choses à dire. On peut quand même dire que si la situation économique aujourd'hui n'est pas florissante, c'est aussi, peut-être surtout, parce qu'il y a eu le Covid-19. Si on attend un certain nombre de faillites d'entreprises, c'est aussi, peut-être surtout, pour ça. Cela dit, Édouard Philippe, pendant son passage à Matignon, s'il n'aura pas marqué par des réformes particulières, la seule à laquelle il a inscrit son nom, vraiment, il a souhaité inscrire son nom, c'est le passage aux 80 km/h sur la route. Bon, ça ne restera pas, à mon sens, une réforme d'ampleur. En revanche, il a forgé un personnage politique, il a forgé un style politique, un style qui, me semble-t-il, plaît et lui servira, plaît en tout cas à l'électorat qu'il vise, c'est-à-dire un électorat plutôt de centre et de droite, qui aime à la fois ce flegme et cette forme de rigidité sur les grands équilibres budgétaires. Pas de réforme, un style politique, c'est ce que vous... c'est aussi votre regard, Maxime Desgaillés. Je vous pose la question parce que vous êtes comme Étienne, vous êtes à ma gauche. J'espère là. Écoutez, pas de réforme. Moi, je trouve qu'il a eu un peu de mérite, Édouard Philippe. Il a finalement, cette confusion du macronisme, il a eu bien souvent, il a fait preuve de cohérence. C'est un homme de droite qui a mis en place une politique de droite. Et ça, je ne peux pas lui en vouloir. Et si vous voulez, moi, donc je considère qu'il a fait son job. Il était populaire. Alors, je pense que sa popularité est le miroir de l'impopularité de Macron, mais il a exercé son rôle de Premier ministre et en réalité, le sujet qui est posé aujourd'hui pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, c'est une recherche de légitimité, parce que finalement, leur légitimité est épuisée. Et ce qui est paradoxal avec le départ d'Édouard Philippe, c'est peut-être que c'est le seul acteur de la Macronie dont la légitimité était encore un peu vaillante. J'ai envie de dire qu'il fallait tout changer parce qu'il n'y a plus de légitimité parlementaire, il n'y a plus de légitimité présidentielle. Le peu de légitimité qui restait était celle d'Édouard Philippe parce qu'il a gouverné à droite, sur un programme de droite, en étant un homme de droite. Je salue les invités, les internautes. Vous nous rejoignez. Je salue notamment Nathan, fidèle internaute, Nicole également, qui est là avec nous
quasiment tous les soirs. Bonsoir Nicole. Et également cet internaute anonyme qui nous dit « LR crie à la trahison d'Édouard Philippe, mais oublie de dire que Castex fait exactement de même ». Alors c'est exactement ce qu'a dit d'ailleurs Christian Jacob cet après-midi en réaction à la nomination du maire de Prades comme nouveau Premier ministre. On y reviendra en deuxième partie. Un homme de droite qui a mené une politique de droite, puisque vous êtes le théoricien du mouvement d'Extrogir, Guillaume Bernard, est-ce que c'est l'analyse que vous faites sur le bilan d'Édouard Philippe ? Moi, il me semble qu'il faut quand même toujours faire la différence entre ce qui est à droite sur l'échiquier politique et ce qui est véritablement de droite. Lorsque je parle du mouvement d'Extrogir, je dis que c'est ce qui est de droite qui est en train de regagner du terrain à la fois électoral et idéologique, et pas simplement ce qui, à un moment donné, se retrouve sur la droite du spectre politique. Alors que Édouard Philippe soit sur la droite du spectre politique, c'est parfaitement exact. Qu'il soit nécessairement de droite, ça j'ai quand même plus de doutes. Il me semble quand même que le bilan du gouvernement d'Édouard Philippe, c'est quand même un bilan qui, je dirais, va plutôt ressembler à un dépôt de bilan. Les gilets jaunes, les grèves sur la question de la réforme des retraites, un taux d'abstention record aux élections municipales, j'en conviens dans des circonstances particulières, mais enfin tout de même. Et puis des mesures qui, ou des non-mesures qui divisent, ne serait-ce que symboliquement, la loi bioéthique ou l'affaire de Vincent Lambert. Il me semble tout de même que sur l'ensemble de ces questions, par une forme de libéralisme, par une forme de progressisme, non, Édouard Philippe ne se situe pas, je dirais, dans la famille politique de droite. Il est à droite et objectivement, il fait partie de cette grande coalition macronienne. Macron a réussi en 2017 à siphonner le Parti socialiste. Il est en train, avec Édouard Philippe et Jean Castex, de finir de diviser les Républicains. C'est de bonne guerre, hein, c'est le jeu politicien, mais enfin tout de même, on n'est pas à la hauteur des événements. Je vous rappelle quand même qu'on est à la veille d'une crise économique et sociale gravissime, qu'il y a eu énormément déjà de personnes qui ont été mises au chômage et que le taux d'endettement de la France atteint des niveaux qui n'avaient jamais été atteints jusqu'à présent. Donc par conséquent, je crois que le maire du Havre se met à l'abri, parce que si les Français considèrent qu'il a peut-être bien géré, ce n'est pas mon avis, mais qu'il a peut-être bien géré la crise sanitaire, je crois que ceux qui vont être au gouvernement demain, on peut les plaindre, vont avoir une situation économique et sociale extrêmement grave à gérer. Et donc, notre ami ou votre ami Édouard Philippe, je crois qu'il a d'une certaine manière raison de ne pas continuer, je dirais, à être au gouvernement. Alors, je ne sais pas à qui vous disiez votre ami Édouard Philippe, peut-être aux 59% des Français qui souhaitaient qu'il reste Premier ministre. Jean-Daniel Lévy, on entend des avis qui sont très sévères sur ce plateau. En revanche, on a celui de Babineau qui nous dit « J'aime la sobriété et la cohérence d'Édouard Philippe. Je comprends sa popularité, il a fait son temps ». Pourquoi les Français tenaient tant au maintien d'Édouard Philippe à Matignon ? Déjà, on peut effectivement indiquer que ce n'est pas forcément une chose absolument indépassable, que dans d'autres circonstances, par exemple, si on prend les élections municipales de 2014, les Français n'étaient pas pour le maintien à l'époque de Jean-Marc Ayrault à Matignon. Donc il peut y avoir des défaites électorales avec des traductions d'opinion qui peuvent être relativement différentes. On peut également rappeler que on critique parfois les responsables politiques parce qu'ils sont censés gouverner avec les sondages. On voit que là, Emmanuel Macron s'en est affranchi. Il s'en est affranchi parce qu'il va contre une opinion majoritaire. Il va même contre l'opinion majoritaire de son camp politique, parce que près de 8 électeurs sur 10 du premier tour d'Emmanuel Macron, comme 7 électeurs sur 10 de François Fillon, déclaraient qu'il fallait conserver Édouard Philippe à Matignon. Alors pourquoi disait-il ça ? Parce que parfois, c'est un peu le miroir inversé de ce qu'est le président de la République. Et que lorsqu'on parle d'Édouard Philippe, on parle de ce que n'est pas Emmanuel Macron. Et dans le cadre de sa gestion de la crise, par exemple, de la manière dont il a pu aborder les thématiques, la manière dont il a pu s'exprimer
aux yeux des Français, il a donné le sentiment d'être dans une forme de clarté, dans une forme d'explication, de pédagogie, même si je n'adore pas forcément ce terme-là, et de prendre systématiquement le temps de pouvoir dire ce que pouvait faire le gouvernement, ce qu'il ne pouvait pas faire, de ne pas être seul à prendre la parole et de la déléguer à différents acteurs, notamment à Olivier Véran, mais pas que. Et donc d'avoir cette forme d'exercice qui est un exercice qui n'apparaissait pas comme étant uniquement descendant, uniquement condescendant, mais qui a été dans une forme de travail de partage des informations, de ce qui était atteignable et de ce qui n'était pas atteignable. Le fait que, contrairement au président de la République, il ne donnait pas le sentiment d'être donneur de leçons, le fait que, contrairement au président de la République, il ne donnait pas le sentiment d'ailleurs de ne donner que des mauvaises nouvelles, mais également de proposer des perspectives, a globalement rassuré, si ce n'est une grande majorité de Français, en tout cas on l'a vu plus d'un Français sur deux au cours de la dernière période, et c'était valable notamment juste avant l'élection municipale de ce week-end. Approuvez-vous la démission d'Édouard Philippe? C'est la question qu'on vous pose sur le site du Figaro. Et pour l'instant, vous êtes une large majorité à répondre non à cette question qui vous est posée depuis ce matin. Jean-Daniel Lévy, je reviens vers vous. Est-ce que la mission que Emmanuel Macron confie à partir de ce soir à Édouard Philippe, à savoir mener une espèce de confédération des partis macronistes pour 2022, à la fois LREM et également les dissidences, ça peut marcher? Ça peut marcher si Édouard Philippe en a envie. Ça peut marcher si Édouard Philippe est prêt à jouer complètement le jeu. Une des craintes, on le sait, de la part du président de la République, c'est de voir émerger une personne qui aurait une cote d'opinion suffisamment forte pour pouvoir éventuellement le concurrencer dans le cadre de la prochaine présidentielle. Il n'a pas forcément entièrement tort de se méfier d'Édouard Philippe, je ne dis pas en termes de comportement, mais déjà en termes d'opinion. Et quand on compare la structure d'opinion d'Emmanuel Macron et de celle d'Édouard Philippe, on peut voir que globalement, la cote de confiance à l'égard d'Édouard Philippe est relativement élevée de la part des sympathisants La République En Marche, à peu près au même niveau que celle d'Emmanuel Macron, mais qu'il y a un point qui le singularise, c'est qu'il a un très fort niveau de confiance de la part des sympathisants de droite qui ne lui en veulent pas, visiblement, d'avoir accepté la mission confiée par Emmanuel Macron. Donc il y a aujourd'hui un espace politique à droite qui est inoccupé. Et on le voit bien d'ailleurs à travers les intentions de vote qui sont réalisées à l'heure actuelle, où quelles que soient les têtes de liste qui sont testées, on peut voir qu'ils dépassent rarement les 12 à 15%, et qui fait que nous avons à l'heure actuelle un candidat potentiel qui a une légitimité d'opinion et qui peut-être à certains égards peut rappeler François Fillon, qui est sorti, je vous le rappelle, de Matignon, certes après 5 ans, avec une cote de confiance qui a été extrêmement élevée et qui lui a permis, en tout cas, de pouvoir gagner la primaire interne de la droite et du centre en 2016. Une autre réaction qui est donnée par nos internautes, puisqu'on parle de cet espace de la droite et du centre, c'est Nathan qui est ironique à l'égard de François Bayrou. Pauvre Bayrou, lui aussi a été réélu dans les Pyrénées-Atlantiques et une fois de plus, on n'a pas songé à lui. Comment vous interprétez d'ailleurs le fait que, par exemple, il n'y ait pas eu ce recours au centre, Étienne Girard ? Très très simplement, il n'y a pas de recours à François Bayrou parce que François Bayrou est mis en examen dans une affaire d'emploi possiblement fictif au Parlement européen, ce qui le disqualifie pour devenir Premier ministre. Ce n'est pas une disqualification juridique puisque rien n'empêcherait juridiquement de le choisir, mais c'est une disqualification politique, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a pas envie de prendre le risque d'avoir un Premier ministre fragilisé par ce type d'affaires. Ensuite, le centre, c'est encore plus simple, c'est que si on retire François Bayrou, il n'y a pas de figure aujourd'hui nationale qui incarne le centre et qui serait politiquement légitime à devenir Premier ministre. C'est tout simplement pour ça qu'on n'aura pas, d'ici à la fin du quinquennat, de grands centristes à Matignon.
Il y a un débat actuellement sur le chat. Vous débattez sur justement la place du Premier ministre dans le casting exécutif, si je puis m'exprimer ainsi. Cet internaute qui est anonyme également, ce qu'on regrette, parce qu'il dit une chose intéressante, la suppression du septennat a transformé le président en une sorte d'empereur pour 5 ans. Babineau nous dit également, on surestime tout de même l'importance du rôle du Premier ministre sous la 5e, ce sont des exécutants. Maxime Desgaillés, vous disiez que le bilan était quasiment inexistant pour Édouard Philippe, c'est votre point de vue, c'est votre opinion, mais est-ce que ce n'est pas justement, à supposer que ce soit vrai, dû à ça, à cette disposition, disposition du pouvoir exécutif ? Mais j'espère que... Voilà. Excusez-moi, j'ai pas dit que le bilan d'Édouard Philippe était faible, j'ai dit qu'il était de droite. Alors, je trouve ça particulièrement violent de considérer que tout ce qui est de droite est faible. Ceci étant dit, pour répondre à votre question... On a marqué un point chez nos internautes ce soir. Pour répondre à la question, je pense que la nomination de Jean Castex, d'ailleurs comme le départ d'Édouard Philippe, est le retour de l'hyperprésidence d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il ne veut pas gouverner avec un Premier ministre fort. Alors, il ne veut pas non plus gouverner avec un Parlement, vous me direz, fort, et il ne veut pas d'ailleurs gouverner avec les Français. Mais on est quand même dans une verticalité absolue. Et donc, le poste de Premier ministre, il aurait pu considérer que, au-delà d'ailleurs du poste de Premier ministre, même le gouvernement, il aurait pu considérer qu'il fallait renforcer la légitimité politique des gens qui l'entourent. Je vous rappelle, après la crise de 2008, de mémoire, le gouvernement Fillon est transformé, il y a le retour d'Alain Juppé. Donc on fait venir des poids lourds autour de François Fillon, je pense d'une part pour potentiellement le relativiser, et surtout parce que la période de crise nécessitait, on va dire, de muscler un peu l'équipe. En désignant Jean Castex, c'est pas du tout ça qui est fait. C'est d'une certaine manière effectivement un collaborateur qui n'a pas de légitimité politique, qui est installé à la tête de Matignon. Et on peut considérer qu'une fois de plus, c'est une volonté pour Emmanuel Macron, non pas d'être dans des logiques de coalition, mais d'être dans une vision assez absolue du pouvoir. Et là-dessus, j'ai tendance à dire qu'on va voir comment sera le reste du gouvernement. Mais enfin, Jean Castex, c'est le chef du COMEX, quoi. Justement, vous avez empiété sur la deuxième partie. Vous avez juste à côté juste à côté de moi les membres des personnels qui travaillent donc à Matignon, qui attendent la passation donc de pouvoir, l'arrivée de Jean Castex et le départ d'Édouard Philippe. Alors, question, celle qu'on vous posait sur le site du Figaro. Êtes-vous satisfait de la démission d'Édouard Philippe ? Vous êtes une large majorité à répondre non. Vous pouvez continuer à voter. 73% pour l'instant, vous dites non. Il y a une autre question qu'on vous pose, mais cette fois-ci sur Twitter. C'est si vous approuvez bien le choix de son successeur. Approuvez-vous le choix de Jean Castex comme Premier ministre ? Alors, on a compris que ce n'était pas la tasse de thé de Maxime